et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Lundi 20 mars dernier, nous avons été invités par Delphine Froid, qui est ingénieure pédagogique freelance et coach business, pour faire l'ouverture de la première édition de son sommet virtuel à destination des acteurs du digital learning et de la formation. Son sommet a duré 5 jours, il a réuni plus de 1000 participants et c'est donc à ce jour le plus gros événement durant lequel nous avons eu l'occasion de prendre la parole. Notre intervention, elle a eu pour thème comment aborder sereinement sa transition professionnelle dans le digital learning et plus largement, c'est-à-dire que l'on ait un projet de reconversion, un projet de se lancer comme indépendant ou que l'on débute une nouvelle activité. Et Delphine nous a gentiment permis de diffuser l'enregistrement. Alors le voici. Bonjour à tous et bienvenue sur la première conférence du sommet des freelances du digital learning. Aujourd'hui, sur la première conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Keck et Sébastien Legleuer, qui sont les fondateurs de l'entreprise Oseras-tu. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup et puis on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Carrément. Super. Alors déjà, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter? Oui, du coup, moi c'est Manon. Moi, c'est Sébastien. Et on est entrepreneur depuis 2020, on est coach en changement de vie. On a fondé Oseras-tu avec pour mission finalement d'accompagner un maximum de personnes à mieux vivre et à oser initier les changements importants de leur vie. Notre cœur de cible, c'est les salariés qui sont en mal-être au travail. Et parce qu'ils peuvent ressentir un manque de liberté, un manque de sens, un manque de stimulation, tout un tas de manques finalement. Et on va les aider à identifier et à oser réaliser leur projet de cœur pour qu'ils aient un quotidien plus épanoui. Grâce à un accompagnement du coup individuel et personnalisé en fonction des besoins et de la situation de chacun, quoi. Donc voilà. D'accord. Super, merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser dans le changement de vie d'abord et ensuite pour ce type de public? Alors en fait, nous, on s'est tous les deux reconvertis en 2020. Et avant, on n'exerçait pas du tout le métier de coach. On s'est formé à l'école française de coaching tous les deux et on a obtenu nos titres RCP de coaching. Mais avant ça, en fait, on exerçait des métiers très, très différents l'un et l'autre. On vient de domaines complètement différents parce que moi, je viens de la fonction publique territoriale. J'ai été pendant plusieurs années chargée de mission à la région Île-de-France. Et puis Sébastien... J'étais pompier de Paris pendant 6 ans et après j'ai été pâtissier boulanger pendant 3 ans. Et donc moi j'ai développer un asthme à la farine, donc maladie professionnelle, ce qui m'a poussé à me reconvertir une nouvelle fois. Et donc cette fois, moi j'ai ressenti le besoin de vraiment de faire le point pour pas me précipiter dans une reconversion comme j'avais eu tendance à le faire. Et du coup de poser les bases et de me dire bon, qu'est-ce que je veux faire vraiment. Et du coup c'est là qu'on s'est un peu ça arrivait à peu près en même temps au final. Ouais, parce que l'un comme l'autre, on a ressenti le besoin finalement de changement et on aspirait à autre chose, à d'autres défis, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et en fait, il nous tenait vraiment à cœur, tous les deux, d'exercer un métier dans l'accompagnement pour déjà avoir plus d'impact sur les autres, mais aussi pour leur permettre de transformer leur vie positivement. Ouais. Et donc, pourquoi le changement de vie finalement? Parce que déjà, c'est un sujet qui est complètement passionnant et qui nous concerne tous à un moment donné ou à un autre de notre vie. Le changement finalement, s'il est mal anticipé, mal géré, il peut être assez mal vécu. On peut le subir quand il n'est pas souhaité au départ. On peut aussi le subir même quand il est souhaité au départ, parce que justement, on l'a mal appréhendé.
Et on peut aussi subir le fait de ne pas oser initier un changement et du coup rester dans une situation qui ne nous convient plus, quoi. Donc tout ça fait que finalement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a le pouvoir d'agir et qu'en étant accompagné, on peut bénéficier d'un recul, d'un regard extérieur. On peut décortiquer tous nos mécanismes internes finalement Ça te permet d'aborder le changement avec beaucoup plus de clarté, de sérénité, quoi, qui pourrait être d'habitude, quoi. Et ce que je voulais rajouter, c'est que du coup, par exemple, quand le changement il peut être subi, donc on a dit que ça pouvait être une maladie professionnelle ou par exemple un licenciement, c'est comment transformer ce changement subi en changement voulu au final, pour qu'au final le changement soit voulu. Je trouve que c'était sympa cette petite précision, parce que du Ok, coup on dit souvent qu'il peut être subi, mais il peut être transformé pour devenir un changement voulu. Voilà. carrément. Ok. Merci pour ces précisions. Vous êtes du coup deux, vous travaillez à deux donc au sein de Ozratu. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que vous avez chacun vos clients? Est-ce que vous travaillez à deux sur un même client? Comment ça se passe? Alors, Très bonne question. ouais, Déjà. il y a, alors, il n'y a pas vraiment de règles Mm. parce qu'on se laisse ouvert à toutes les possibilités de la liberté que nous donne finalement le fait de travailler à deux et la chance aussi d'être deux. En général, on a quand même un accompagné, un Coaché coaché par par personne. personne. Et c'est finalement, si on ressent un besoin sur certaines thématiques où on est plus ou moins à l'aise, on se donne la possibilité que l'autre intervienne. Et parfois, c'est aussi un plus d'avoir un deuxième regard Carrément. dans l'accompagnement, quoi. Bah, c'est ça, on se refuse pas en fait le fait de proposer à la personne, puisqu'ils nous connaissent un petit peu, de faire participer Manon sur une thématique qui lui parle un peu plus peut-être, et voir si la personne ça lui va ou pas, et si ça lui va, bah tant mieux, comme ça elle profite de deux expertises différentes un petit peu, et ça permet d'avoir un coaching un peu plus complet Plus et global. personnalisé à la personne au final. D'accord. Tu parles d'une thématique sur laquelle Manon pourrait être plus à l'aise. Est-ce que vous avez un peu des thématiques chacun de prédilection? De prédilection, je sais pas, mais je sais que tout ce qui est par rapport à par exemple, création d'entreprise, tout ce qui est administratif, je sais que toi, tu es plus à l'aise puisque tu es dans ton ancien J'ai boulot. la fibre administrative, j'ai la fibre aussi assez organisationnelle. Mm. Sébastien, moi, là où je le trouve très fort, c'est sur tout ce qui est accompagnement émotionnel. Mm. Donc, c'est pas tellement finalement qu'on a des sujets où on est plus ou moins bon, mais c'est vraiment des appétences. Et puis, oui, vraiment le fait de pouvoir apporter un deuxième regard, quoi, aussi sur des situations qui sont parfois complexes. Mm. Mm. Carrément. Ouais, enfin, Là- du coup, je vois que vous... Vas-y, dis-moi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en plus, du coup, ça permet des fois à la personne de se livrer encore plus parce que ça permet d'atteindre des degrés différents parce que vu qu'on n'a pas la même Mm. sensibilité et on travaille pas de la même façon, la personne ne livre pas forcément les mêmes réponses, Ouais. etc. Et du coup, ça permet d'avoir un peu deux aspects différents. Donc voilà, je trouvais que ça, c'était un point important à Mm. préciser. Ouais. Oui, j'allais dire que, enfin, du coup, ça faisait une certaine complémentarité entre vous sur les séances de coaching. Et comme tu dis, je Mm. pense que ça apporte beaucoup au coaché en face, parce que j'ai déjà moi aussi, enfin, fait des coachings à deux, enfin, avec un autre coach. Et c'est vrai que les questions que moi je vais poser, bah, Mm. c'est pas forcément les mêmes que lui. Donc c'est vrai que ça apporte beaucoup du coup Ouais, à la complètement. personne qui est coachée. Top. Alors là, dans les personnes qui participent au sommet, il y a plusieurs types de profils. Bon, je les ai pas tous, mais en tout cas, les deux principaux, c'est les personnes qui, du coup, sont en transition donc professionnelle, avec, par exemple, ils ont fait un autre métier avant, et donc ils sont en reconversion, et donc ils intègrent un peu l'univers du digital learning. Et on a aussi, du coup, des personnes qui sont salariées, qui potentiellement envisagent de devenir freelance. Voilà, freelance, c'est toujours dans le même domaine, mais du coup, voilà, c'est un autre type de transition pour le coup. Euh, Par rapport à votre expérience, du coup, professionnelle, personnelle, est-ce que vous avez remarqué quand vous étiez face à des clients, à des personnes qui étaient dans ces cas-là, des difficultés en particulier? Des difficultés, oui. Après, la question qu'il faut se poser, c'est en fonction de la personne où est-ce qu'elle se situe déjà. Si elle est déjà en transition ou si elle y pense à entrer en Mm. transition
dans un freelance ou autre. Là, du coup, c'est pas les mêmes difficultés qui vont surgir. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces difficultés, ça va être des freins forcément pour faire une transition sereine et réussie. Et ces difficultés, elles peuvent avoir plusieurs aspects. Donc l'aspect forcément émotionnel, l'aspect rationnel, et puis il peut y avoir aussi les choses qui sont pas conscientes. On peut avoir des difficultés ou par exemple des peurs qui sont inconscientes. Et donc là, c'est important de pouvoir les conscientiser pour pouvoir les dépasser, parce que si on les connaît pas, forcément, c'est plus difficile de… Alors, ouais, du coup, on a réfléchi un petit peu. On s'est dit qu'on avait repéré trois types de difficultés. Moi, je préfère les appeler des enjeux finalement. Ouais. Trois types d'enjeux pour ce public qui est en transition finalement, qui soit encore hésitant à se demander est-ce que j'y vais, est-ce que je me reconvertis ou est-ce que je quitte le salariat pour devenir freelance. Ou même aussi, c'est des choses qui se retrouvent quand la personne a fait le choix et a débuté finalement. Donc, l'avantage, c'est que du coup, nos réponses vont intéresser tout le monde. Donc, vraiment, le premier enjeu qu'on a identifié et qui est très fort, c'est celui d'apprendre à dépasser ses peurs. Parce que les peurs, elles se manifestent finalement dès même l'envie, l'idée, le projet de changer. Et elles peuvent, dès le départ, bloquer un passage à l'action, finalement. Et donc aussi, comme je disais, elles perdurent une fois lancées parce que elles peuvent se réveiller de différentes manières. Parmi ces peurs, on en a identifié 4 principales. Et sur ces 4, peut-être qu'on ira un peu plus loin après pour approfondir certaines des peurs. Donc, la première qu'on a identifiée, c'est finalement la peur de faire le mauvais choix et de le regretter ensuite. Donc ça, c'est lié finalement au fait qu'on peut pas connaître l'avenir. On ne sait pas si ça va marcher pour nous. Et on est finalement dans l'incertitude face à l'inconnu. Donc, on a aussi la peur d'échouer. Donc, c'est une perception négative de l'échec, du coup, qui va faire en sorte que, du coup, après, on va manquer de confiance en soi et forcément, ça va nous faire douter de nos capacités à réussir. Et forcément, ça va nous freiner par la suite. La troisième, tu veux la dire peut-être? Ouais, c'est la peur du regard des autres qui finalement se manifeste de tout un tas de façons. Parce que ça peut être à la fois la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'être incompris. Ça peut être aussi la peur de décevoir les autres et notamment ses proches à partir du moment où on peut sortir un petit peu du cadre établi. Et cette peur-là, elle est importante, elle peut être forte parce que finalement, on a déjà remarqué qu'une simple petite phrase dite par quelqu'un, ça peut tout remettre en question. Alors, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est ah ouais, tu vas vraiment quitter ton CDI, tu ne crois pas que c'est risqué? Je suis sûre que tu pas déjà beaucoup posé la question avant, mais bon. Et du coup, on peut tout remettre en question et ça peut être difficile finalement quand on ne se sent pas soutenu. Là-dessus, ce que je voulais apporter, c'était une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, je trouvais bien, c'est la vie des autres, c'est la vie des autres. J'ai trouvé sympa. J'aime bien cette phrase Oui, aussi. c'est pas mal. Tu m'avais pas dit celle-là. Et qui peut, cette peur-là aussi, elle peut être liée au fait de changer de statut social et la peur de perdre un certain statut social. Ce que je voulais rebondir, moi, c'est par rapport à la phrase que tu disais, tu vas vraiment quitter ton CDI. Moi, ça me fait penser que, au final, ces personnes-là, elles sont pas malveillantes envers vous pour vous mettre la pression ou quoi, mais c'est souvent leur propre peur qu'elles font ressurgir en disant, tu vas vraiment quitter ton CDI, c'est oh là là, moi, je n'oserais jamais faire ça. Moi, je ne ferais jamais ça. Moi, je ferais jamais ça. Donc, au final, c'est leur peur qu'elles projettent sur toi, que ce soit tes parents ou ta famille ou ton entourage. Et c'est vrai que ça peut déstabiliser parce que souvent, on ne sait pas trop comment réagir et tout. C'est là où c'est important de faire la part des choses, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, la quatrième peur qu'on a trouvée, c'était donc la peur de manquer. Donc, la peur de manquer, par exemple, d'argent. Moi, j'ai pensé aussi à manquer de temps, parce que si je développe mon business, peut-être que je vais manquer d'argent, je vais peut-être manquer de temps. Et voilà. Et la peur de manquer, en fait, elle est d'autant plus importante, la peur de manquer financièrement, je veux dire, de ne pas pouvoir vivre pleinement de son activité, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ça, c'est d'autant plus vrai, ça fait d'autant plus peur quand on est finalement issu d'un travail dans le salariat, qu'on est habitué
à la sécurité, au confort d'un salaire régulier et que du coup, ça peut être un frein important qui peut nous retenir finalement de se lancer à son compte, quoi. Ouais. Ouais, je suis carrément d'accord parce que c'est vrai que quand on regarde un peu sur Insta, les très jeunes du coup qui se lancent, donc genre qui ont 16 ans, enfin qui lancent des comptes Insta et tout, ou dès qu'ils sont majeurs et tout, bah ils ouvrent leur boîte en fait, ils développent leur boîte. C'est vrai que ça se voit qu'ils ont moins de crainte du coup que des personnes qui sont déjà passées par la case salariat, quoi. C'est vrai. Ben oui, parce qu'ils ont pas l'habitude finalement du salaire régulier qui tombe, quoi. Donc c'était finalement le premier enjeu, de dépasser ces peurs qu'on a identifiées. Après, il y en a un autre qui est pas mal, c'est le fait de devenir pleinement entrepreneur. Donc là, cet enjeu-là, il concerne vraiment plus les personnes qui actuellement sont salariées et qui veulent se lancer, enfin ceux qui veulent se lancer à leur compte, quoi, finalement, en tant que freelance. Parce que finalement, lorsqu'on décide de se lancer dans un métier, notamment du digital learning, on apprend le métier au départ. Et on découvre après, un peu en avançant et tout ça, que finalement, on a plusieurs métiers à apprendre. On n'a pas que celui d'entrepreneur, enfin, je veux dire, le métier qu'on a appris, mais on a tout le reste de l'entrepreneuriat. Et donc, on a plein de casquettes finalement à pouvoir tenir, donc que ce soit chef d'entreprise, chef de projet, faut faire la communication, le marketing, la vente, la relation client, l'administratif, la compta, bref. Et tout ça, ça peut finalement être lourd pour la charge mentale, et puis ça peut être aussi une source de stress qui se rajoute aux peurs déjà qu'on peut avoir, et notamment la peur de ne pas réussir à trouver des clients, etc. Donc ça peut nous conduire finalement aussi à multiplier les projets, à multiplier les clients et tout ça pour essayer de maximiser ses sources de revenus et tout. Et donc avec le fait qu'on avait plusieurs casquettes, ça y est fait boule de neige et charge de travail et tout ça. Et du coup, c'est un vrai défi parce que derrière, il y a des risques d'épuisement. Et finalement, alors qu'au départ, quand on veut devenir entrepreneur, ce qui nous motive, c'est souvent une envie de liberté, une envie de pouvoir gérer son temps comme on veut, etc. Finalement, on peut se créer sa propre prison, quoi. Donc, c'est là où c'est un enjeu aussi qu'on a identifié qui est assez important. Et puis, du coup, on en a un troisième. Ouais. Tu voulais peut-être rebondir, Delphine ? Non, j'allais demander le troisième pour le coup. Et le troisième, c'est du coup, moi, ce qu'on a trouvé, c'était savoir s'entourer. Parce que forcément, quand on se lance dans le digital learning ou même en freelance, on peut souvent être amené à travailler de chez soi, vu qu'on est sur Internet. Et du coup, travailler en solo voilà, oui, en solo, de chez soi, et ça peut provoquer un isolement professionnel. Et c'est vrai que tout ce qui est entourage, ça peut être un entourage proche ou même le réseau relationnel, c'est quelque chose qu'il faut nourrir au quotidien pour pouvoir se sentir accompagné par d'autres personnes ou même autour de nous, pour avoir des personnes de confiance et des personnes ressources. C'est important parce que sur la durée, ça va faire la différence. Ouais. Donc ça, c'était le troisième point, rapidement. Ouais. D'accord. Juste pour compléter par rapport à ça, moi, il y a un truc que j'avais, raconter carrément toute ma vie autour du freelancing à mon entourage très proche. Sauf qu'en fait, mon entourage proche n'est pas indépendant. Donc en fait, quand je leur parle de certaines choses, en fait, ils comprennent pas la moitié. En plus, ça les intéresse pas forcément. Et donc, en fait, je voudrais juste rajouter que si jamais vous avez pas autour de vous un entourage qui soit intéressé, soit qui comprend vraiment ce dont vous parlez, n'hésitez pas à créer votre propre entourage. Moi, c'est un conseil qu'on m'a donné, que j'ai eu assez tard, mais du coup, je l'ai fait et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Manon et Sébastien. Donc voilà, je vous encourage à le faire vous aussi, à le créer ou à intégrer des groupes qui existent déjà. Et vous êtes au bon endroit, du coup, avec ce type d'événement organisé par Delphine, complètement. Ouais. C'est sûr que c'est hyper important de ne pas s'isoler finalement quand on se lance dans les métiers indépendants, quoi. Ouais. Ouais, et puis même quand juste entre guillemets, mais quand on se reconvertit tout simplement vers le digital learning, c'est pareil, c'est toujours bien de prendre contact avec des personnes du domaine, voilà, qu'elles soient freelance ou pas.
OK. Donc par rapport au premier point que vous avez abordé tout à l'heure, donc le fait de dépasser ses peurs, le fait, d'avoir peur de faire le mauvais choix, moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Est-ce que, vous avez, des recommandations, des réflexions autour de ce sujet-là pour les personnes qui se poseraient ces questions? Du coup, Oui. oui. Déjà, 1er point, ça peut être intéressant de se pencher sur, ses motivations. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir changer? Parce que, il y a forcément des raisons. Et donc, est-ce que c'est plus de sens, des défis? Est-ce que c'est pour être aligné avec, ce que tu veux, tes valeurs et cetera? Ça, c'est une question qui peut être intéressante d'approfondir un petit peu, pas juste de dire: «J'ai envie de changer de métier» et voilà. Si on juste aller, un peu pousser sur la question et savoir un petit peu ce qui se cache derrière pour être sûr, de ce qu'on veut vraiment. Sinon après ce qui peut être tu voulais rebondir peut-être? Non, vas-y. Ce qui peut être intéressant, j'enchaîne un petit peu les points. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de bien se renseigner sur, ce qu'on veut faire, donc le métier en l'occurrence, les opportunités de marché, les compétences qu'il faut ou que tu as ou que tu n'as pas, savoir si tu peux te former et cetera. Parce qu'il y a plein de compétences, Parce que finalement, ça permet de faire un choix en conscience et donc en confiance. Je trouvais ça pas mal. oui. Et du coup, je réfléchis un petit peu à tout ce qui pouvait être les compétences et qualités qu'on pouvait avoir avant de se lancer, notamment dans le digital learning ou en tant que freelance. Euh, Certes, il y a tout ce qui est compétences informatiques, technologie de l'information, conception pédagogique, gestion de projet, mais il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les soft skills, comme le fait de pouvoir s'adapter, le fait de pouvoir être créatif, de communiquer, Mmh. de savoir collaborer aussi, de travailler en autonomie. Et, euh, et donc, en fait, si ces compétences, au départ, on les a pas. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à les développer? Et je pensais aussi au fait que le digital learning, c'est vraiment un domaine en constante évolution. Et du coup, ça nécessite finalement un apprentissage constant pour apprendre les nouveaux outils, les nouvelles technologies, etc. Et du coup, finalement, si on a bien ça en tête au départ, c'est est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on est prêt à ça, quoi? Donc, c'est bien se poser cette question pour bien se renseigner pour pouvoir après faire ce choix en conscience. Un autre point Le point vraiment, en fait, oui. finalement, important pour ça, le meilleur moyen de se renseigner, finalement, c'est de faire appel à des professionnels qui sont déjà lancés, quoi, pour justement les interroger et puis avoir un aperçu de leur quotidien et aussi des défis qu'ils peuvent avoir. C'est vraiment, à notre sens, ouais, super important. Pas hésiter à aller interroger plusieurs personnes pour avoir Mm. plusieurs, retours, c'est toujours bien de faire un petit peu des comparaisons, par rapport à ça et les gens en général ils se font un plaisir de raconter un peu ce qu'ils font dans leur métier Ouais. donc ouais, il faut pas hésiter et puis, ça permet d'avoir un aperçu un peu de l'intérieur du métier parce que c'est vrai que de l'extérieur on peut voir que les points positifs mais voilà, de discuter un peu avec la personne, ça permet d'avoir les bases sur le métier, ouais. Et après, sinon, il y a aussi un point qui est beaucoup plus interne, finalement, c'est quelles sont les ressources dont je dispose, finalement. Notamment si on veut se lancer dans un projet de reconversion ou si on veut se lancer en tant que freelance, quelles sont mes ressources en temps pour me consacrer à ce projet-là, en énergie, quelles sont mes ressources financières aussi, pour être très au clair, finalement, avec ça. Et pouvoir aussi peser les pour et contre, évidemment. Euh, et ce que je voulais ajouter, c'est quand même il y a une part d'émotionnel aussi dans le choix, quelque chose presque d'intuitif finalement. C'est important aussi de voir ce qui nous appelle, quoi. Et c'est important de savoir s'écouter. Euh, Tout en sachant aussi que finalement, bon choix, mauvais choix, c'est un bien grand mot parce que Mmh. finalement, déjà, le risque est souvent assez mesuré finalement parce que c'est toujours possible d'ajuster en cours Mmh. de route. Mmh. On a le droit de changer d'avis, on a le droit d'évoluer. Donc ça peut faire un peu relâcher la pression du choix. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que le choix, finalement, c'est assez rarement binaire. On a l'impression qu'on oppose deux choses, mais parfois, il y a une troisième option qui est peut-être
peut permettre de faire sa transition avec plus de sérénité, quoi. Donc, c'est là aussi où c'est important d'avoir parfois un regard extérieur pour échanger sur tout ça, quoi. Oui. Donc, voilà, ça, c'est quelques pistes, je pense, qui peuvent aider dans la prise de décision pour se lancer dans une transition pro, quoi. Merci, merci beaucoup. J'avais pas forcément prévu de vous demander, mais comme tu m'en as parlé tout à l'heure, Manon, enfin, Sébastien, je ne me rappelle plus qui en a parlé, mais c'était surtout par rapport au manque. Parce que, en fait, quand on devient indépendant, je pense qu'on est tous passés par là et qu'on y passe certainement, enfin, de temps en temps, quoi. On y repasse à cette peur du manque d'argent, parce que c'est vraiment, enfin, moi, un des freins que je rencontre le plus avec mes prospects, mes clients. C'est le fait de pas réussir à vivre de son activité. Est-ce que vous avez quelques éléments à nous partager par rapport à ça? Oui. Il y a plusieurs choses sur la question du manque, finalement. Il y a vraiment toute une partie qui est plutôt rationnelle et une autre partie qui est plutôt vraiment de la gestion de notre rapport à l'argent, finalement. La réponse rationnelle, c'est vraiment déjà de savoir de combien j'ai réellement besoin, quoi. Et là, c'est vraiment de se poser et observer ses dépenses froidement, quoi, quelque part. C'est un exercice qui est hyper intéressant à faire déjà dans un premier temps et puis qui nous apporte beaucoup parce que concrètement, on te dit oui, tu as besoin de combien pour vivre, tu vas dire un chiffre, mais souvent, il est bien élevé par rapport à ce que tu as réellement besoin. Alors après, ça dépend de tout ce que tu veux dans ta vie, mais c'est vrai que déjà se poser, faire la liste des dépenses et comptabiliser un petit peu, faire comme un business plan au final, mais de notre vie à nous, ça peut être intéressant pour du coup voir un petit peu de combien on a besoin et ça, déjà, ça déstresse un peu. Tu dis, ah oui, en fait, c'est pas tant que ça du coup. Ok, ça permet de baisser un peu déjà la charge de stress par rapport à ça, parce qu'on a des attentes souvent hautes par rapport à la réalité. Et après, il y a tout. Ça permet aussi de constituer du coup un matelas de sécurité aussi, Oui, c'est vrai. si besoin. Si on sait qu'on a un projet de se lancer comme freelance ou de reconversion et tout ça, et qu'on va avoir une baisse de revenus, bon, l'idée c'est aussi peut-être d'anticiper et d'éviter de sauter sans parachute aussi, quoi. Il y a une juste mesure, voilà. Mais là, tout ça, c'est vraiment rationnel. Après, au niveau de tout ce qui est plutôt par rapport à son rapport à l'argent, c'est intéressant de regarder en face finalement nos comportements par rapport à l'argent. Est-ce qu'on est d'une nature écureuil? Est-ce que au contraire on a tendance quand on a un petit peu plus d'argent à très vite le dépenser parce que on n'a pas cette tendance-là à garder pour l'avenir. Enfin, ça dépend, c'est vraiment des mécanismes finalement qui sont propres à chacun. Et le fait de pouvoir les identifier, ça permet après d'ajuster en fonction de notre besoin et de se rassurer aussi sur. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment propre à chacun. Une personne va être vraiment différente d'une autre. Et il y a une personne qui voudra avoir un énorme fonds de sécurité, une autre qui n'osera jamais se lancer parce qu'elle a l'impression qu'elle n'arrivera jamais par rapport à l'argent qu'elle pourra dégager, etc. Et c'est à travailler en fait individuellement et on s'adapte par rapport à ça. Il y a aussi la question de la confiance en soi derrière, parce que quand tu dis ça, parce que du coup, c'est à quel point on croit en notre capacité à générer des revenus en propre, quoi, finalement. Donc finalement, ça touche à tout un tas de choses et il n'y a pas de réponse magique à la question, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de leviers possibles à actionner pour avancer sur cette question-là. D'accord, merci pour ces pistes. Enfin, moi, je trouve ces sujets passionnants, donc c'est sûr que si je continue à vous poser des questions dessus, on va pas finir. Donc c'est vraiment très intéressant et merci de soulever ces points-là parce que je pense que ça peut amener à des réflexions chez les personnes qui écoutent, du coup, vraiment, c'est top. En fait, faut voir, Oui, pardon, dis-moi. excuse-moi. En fait, faut voir par rapport à la personne comment ça la gêne. Si c'est un gros frein ou pas, ça c'est la question qu'il faut qu'elle se pose elle-même. Et en fonction de ça, on va s'adapter par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes qui n'auront pas de problème avec ça et d'autres qui vont vraiment être bloquées. Et donc c'est par rapport à ça qu'on va s'adapter. Ouais. Voilà, Ok. excuse-moi.
D'accord, non, t'inquiète. Tout à l'heure donc tu parlais de confiance en soi, Manon. Ça m'amenait en fait du coup à ma question d'après, sur, la légitimité, même si ça englobe, plus que la confiance en soi. Quand on est en phase de transition, bah, on a plein de doutes, on se pose plein de questions et donc bah, quand on se reconvertit vers un métier ou qu'on devient indépendant, du coup, bah, il y a ce sujet-là de la légitimité. Des fois, il y a des gens qui ont même en digital learning qui ont, je sais pas, 15 ans d'expérience en formation et pour autant, dès qu'ils deviennent freelance, on dirait qu'ils ont rien fait avant, en fait, quand on les entend. Du coup, ils ont tout effacé et donc du coup, par rapport à ça, est-ce que vous avez, des choses aussi à nous partager, sur la légitimité? En fait, ouais, c'est vraiment la légitimité en soi. Ce qui compte, c'est le sentiment de Mmh. légitimité, quoi. C'est vraiment une question de perception. Et ça, c'est notamment vrai. Enfin, ça peut notamment, on peut se trouver qu'on n'est pas légitime, notamment si on vient d'un parcours qui est pas classique aussi. Donc, notamment la reconversion. Donc, c'est un sujet qui revient très souvent et qui est lié du coup à la confiance en soi, mais aussi à l'estime qu'on a de nous-mêmes. Ça nous amène à parler du syndrome de l'imposteur, je pense, qui nous touche tous à un moment donné ou à un autre, hein, dans une certaine mesure. Là, c'est vraiment on va se rendre compte que je suis pas compétent, que je suis pas à la hauteur. Et comme tu dis, bah, on se sous-estime et quand bien même on a plein d'expériences, plein de diplômes, qu'on se forme, bah, ça suffit pas. Parce que finalement, ce sentiment de légitimité-là, il se résume pas à des diplômes ou à de Mmh. l'expérience, quoi. C'est au-delà. Et c'est d'autant plus vrai, comme je disais tout à l'heure, que dans le digital learning, finalement, c'est en constante évolution. Donc, c'est de l'apprentissage continu, etc. Donc, c'est pas un diplôme qui fait que tu es un diplôme en plus, finalement, que tu es compétent ou pas, quoi. C'est autre chose. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'être conscient de ses atouts, de ses forces, de ses valeurs, etc. Et ça, c'est des choses qui peuvent t'aider à passer ce manque de légitimité. Et tu peux faire, par exemple, notamment appel à ton entourage pour tu leur demandes un petit peu quelles qualités ils voient chez toi, etc. Et souvent, on a des qualités qu'on soupçonne pas parce que pour nous, c'est inné. Et du Mmh. coup, c'est vrai que demander son entourage ou même des amis, ça peut être intéressant pour bah, du coup mettre en avant un petit peu ses qualités et pour gagner un petit peu en confiance en soi. Mais de toute façon, tout est lié entre confiance en soi, légitimité. Et surtout, moi, ce que je trouve qui est important de dire, c'est que le sentiment de légitimité, il vient notamment par des actions. En fait, tout est dans l'action pour moi, parce que par exemple, quelqu'un je prends un exemple du coaching, quelqu'un qui fait des formations, des formations, des formations, mais qui n'a pas encore eu son premier client, il pourra quand même ne pas se sentir légitime. Alors que quelqu'un, par exemple, qui a fait qu'une seule formation, mais qui a coaché déjà 1000 personnes, le prochain client, il se sentira légitime de l'accompagner puisque il est passé à l'action, il a fait plein d'actions, il a fait Ouais. plein de coaching et du coup, bah, en fait, ça lui paraît plus facile que quelqu'un qui se dit, bah, attends, je vais refaire une formation d'hypnose, machin, pour pouvoir, et au final, bah, tu l'as fait et derrière, tu as encore ce sentiment de te dire, bon, bah, est-ce que c'est encore assez, et donc, Ouais. ouais, je pense que le passage à l'action, Ouais. c'est quelque chose Oui, d'important si pour. on peut résumer, finalement, c'est à la fois se rappeler ses compétences, se rappeler ouais, de toutes ses réussites passées, Oui, c'est vrai. etc. Se rappeler qu'on est capable d'apprendre aussi. Et puis aussi que aussi ce que je vois, c'est que quand on se reconvertit, on a tendance à complètement mettre de côté tout son passé, comme tu disais. C'est aussi voir qu'est-ce qui, dans ce qu'on a pu apprendre, même si c'est des métiers complètement différents, quoi, qu'est-ce qu'on peut transférer comme compétences et qui sont parfois justement assez uniques du fait des parcours et super valorisables quelque part. Et comme dit Sébastien, la clé derrière, c'est vraiment passage à l'action, passage à l'action, passage à l'action, quoi. C'est Ouais. vraiment la clé pour se sentir plus légitime, selon nous. Mm. Ouais. Ouais, je suis carrément d'accord pour le passage à l'action et moi, enfin, par retour d'expérience en tant que, enfin, personne qui se sentait justement, enfin, qui manquait je me sentais manquer de légitimité du coup, et donc j'ai suivi aussi beaucoup de formations, enfin, diverses formations, que ce soit au niveau du digital learning ou du coup, de l'entrepreneuriat, et en fait, il y a aussi, passer à l'action, mais aussi, passer correctement à l'action, en fait. Parce que des fois, on peut avoir tendance aussi, quand on n'a pas confiance, à appliquer une partie du coup de ce qui nous est conseillé, donc du coup forcément ça fonctionne pas derrière et donc c'est, réussir aussi à oser faire les choses qui nous mettent, assez, même si on se sent mal à l'aise en fait, dans ce qui nous est proposé, en fait, c'est quand même y aller, malgré tout, quoi. Malgré la peur, au-delà de la C'est peur. ça.
Ça demande du courage, mais derrière, c'est génial, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. OK, super. Est-ce que vous auriez, des bonnes pratiques, pour gérer un peu, la peur du changement, quel qu'il soit? Oui, On en a pas mal, oui. ouais. Déjà, c'est vrai que quand on parle de peur du changement, déjà, on parle de quelle peur? Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on a identifié des peurs principales, parce que derrière la peur du changement, il peut y avoir tout un tas de choses. Ouais. Donc, c'est important d'aller creuser un petit peu plus et de voir qu'est-ce qui me fait peur exactement. Et en pouvant identifier ces peurs, c'est là qu'on peut les remettre en question finalement et les mettre à la place qui leur convient. Parce que finalement, la peur, c'est un mécanisme qui est naturel, mais du coup, qui peut être complètement amplifié par notre cerveau. Et le fait de le confronter à la réalité, parfois, ça peut permettre de baisser en pression. Il y a notamment, moi, ce que je dis souvent, c'est faire le point Mm. de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Parce que souvent, on dit oui, je veux ça, mais on oublie ce qu'on ne veut plus de nos boulots précédents ou de nos expériences passées. Et notamment aussi tout ce qui est bénéfices et inconvénients. Des fois, ça peut être intéressant de faire des listes pour et contre, bénéfices et inconvénients pour pouvoir. Il y a un truc qui est intéressant aussi parce qu'il y a les bénéfices à changer, mais il y a aussi les inconvénients à changer. Tout comme il y a les bénéfices à ne pas changer et les inconvénients à ne pas changer. Carrément. Il y a 4 questions finalement en deux. Hein. C'est pas juste pour contre. Et c'est intéressant d'aller voir les quatre zones. Ouais. Carrément. Et de se De te renseigner renseigner aussi, ça, bien là-dessus, sûr, ouais. on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir appréhender plus sereinement quand on a pleine conscience de vers où on va, quoi. C'est hyper important finalement d'apprendre à bien se connaître. Alors ça, c'est important déjà pour savoir vers quoi on veut tendre, mais aussi une fois qu'on est lancé, comme je disais tout à l'heure, ça permet en se connaissant bien de pouvoir aussi être vigilant et prendre soin de soi, faire attention à prendre des pauses, etc. Donc là, je sors un petit peu de la question, mais vraiment la connaissance de soi, c'est la base aussi de plein de choses. Donc apprendre à se connaître, c'est important pour gérer la peur du changement, mais aussi après dans le développement d'une activité en tant qu'indépendant. Moi, je voulais parler du lâcher-prise, de ce qu'on ne peut pas contrôler, parce qu'on a souvent tendance à vouloir tout contrôler. C'est vrai que ce lâcher-prise de ce qu'on ne peut pas contrôler et de se focus sur vraiment ce qu'on a en notre pouvoir, donc tout ce qu'on peut gérer nous-mêmes, ça va être quelque chose qui peut être intéressant à faire, parce que c'est vrai que être focus sur le temps qu'il va faire alors qu'on ne pourra pas le contrôler, c'est vrai que ça peut être très frustrant, mais d'un côté, on ne pourra jamais rien y faire. Donc, c'est vrai que se concentrer sur des actions concrètes pour avancer de ce qu'on peut faire nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire au quotidien, mais qui peut faire la différence quand on Oui, se c'est convertit au haut. accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, accepter aussi la part d'incertitude finalement qu'il y a dans tout changement. Et se concentrer sur vraiment les actions concrètes qui nous font avancer. Je repense à ce que tu disais tout à l'heure pour bien se connaître. On n'a pas précisé, mais c'est vrai que tout ce qui est entrepreneuriat, etc., c'est pas un sprint, c'est un marathon souvent. Et on a tendance à tout mettre en mode sprint et tout, et au final, au bout d'une semaine, on a tout donné, et après, il n'y a plus d'énergie pour rien. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir ça en tête, que ça va être un marathon. C'est sur la durée que ça fait la différence. Et donc du coup, il faut apprendre à s'écouter. Donc pour ça qu'on parlait de bien se connaître, prendre des moments pour nous aussi, parce que si on ne remet pas un peu d'essence dans la voiture, on n'arrivera jamais au bout de la destination. Donc c'est vrai que de s'arrêter de temps en temps et se prendre un peu de temps pour nous chaque semaine, c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place. Bon, après, on rentre un peu dans les détails, mais c'est vrai que c'est un point qui est important de s'écouter aussi pour pouvoir tenir sur le long terme et vraiment être efficace, quoi. Sinon, ce que je pensais aussi qui est intéressant, c'est le fait de ne pas attendre que toutes les conditions soient parfaitement parfaites pour se lancer. Parce que déjà, ça, c'est quand même pas certain que ça arrive. Et aussi, toute la beauté finalement de la chose aussi, c'est dans le fait de tester, d'expérimenter. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de sauter sans élastique, quoi. On peut prendre des risques finalement qui sont mesurés selon nos personnalités, quoi, selon nos besoins qui nous sont propres. Donc ça, vraiment, c'est intéressant parce que en fixant ses objectifs et puis en avançant petit pas par petit pas, en réajustant, etc., c'est comme ça aussi qu'on avance
vers son objectif de transition. C'est vrai que de toute façon, si on attend que tout soit parfait, en général, on va attendre longtemps. Voilà. C'est bateau, mais c'est vrai que comparé à des personnes qui ont réussi, qui ont des grandes entreprises, c'est vrai qu'ils sont jamais arrivés en disant là c'est parfait, je lance, poum, je réussis, quoi. C'est Ils du sont passés par des passager. misères Ouais. de travail, etc. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire bon là mon truc il n'est pas parfait, je vais attendre un petit peu, et puis au final il n'y a pas d'action, et c'est là où c'est le risque, c'est de rentrer dans cet immobilisme de la perfection et de pas avancer vers ce qu'on veut vraiment, quoi. Et au final avec des petites actions et même si c'est des petits C'est échecs, ça, c'est pas très grave. de la patience aussi et de la détermination parce que ça peut prendre un peu de temps aussi. C'est important, du coup, ce qu'on disait sur le fait de faire attention à son énergie aussi, parce qu'on sait que la transition professionnelle peut prendre un peu de temps. Donc, être patient, mais aussi déterminé pour pas abandonner au premier, finalement, échec, ce qu'on peut appeler échec, même si le terme est un peu dur parfois. Et puis, le fait de bien s'entourer, ça on l'a dit, c'est vraiment C'est crucial. 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 Et j'ajouterais aussi le fait de croire en soi, finalement, de croire aussi en l'avenir, quelque part, hein, d'avoir la foi sur ce sujet-là. Parce que comme ça, c'est aussi un moyen, moi je trouve, quelque chose d'important, c'est de jamais oublier la notion de plaisir et de légèreté dans tout ça, pour appréhender le changement et pour le réussir finalement. Pour moi, c'est hyper important de le relier à la notion de plaisir et d'apprécier ce qu'on fait et tout. Et donc, du coup, c'est pour ça, dans les moments de doute, c'est important d'avoir beaucoup de bienveillance envers soi. Je crois que c'est bien de le rappeler. Et de se rappeler que peu importe ce qu'on peut réussir, moins bien réussir et tout ça, notre valeur, de toute façon, elle est inconditionnelle et elle ne dépend pas de nos résultats. C'est intrinsèque, il n'y a pas de sujet sur notre valeur. Donc, ce n'est pas là que ça se joue. C'est important, je pense, de souffler sur tout ça, et ça peut relever une pression aussi qui peut permettre d'avancer vachement plus loin comme ça, parce que Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de souffler quand non. on est seul ou isolé. C'est pour ça qu'on parlait du réseau, que ce soit au niveau des collègues, réseau relationnel, ou même de se faire accompagner. C'est quelque chose qui peut permettre de souffler et d'avoir un point de vue extérieur et de pouvoir justement décompresser un petit peu par rapport à ça. Et un autre point qui peut être intéressant, c'est aussi d'avoir un objectif principal qu'on va décomposer en plusieurs étapes, en step by step, comme on dit, avec du coup des petits points par-ci par-là pour faire des petites actions au quotidien et pas juste voir la montagne. Comme on dit souvent, si on regarde l'Everest, c'est vrai que ça fait un peu peur. Alors que si on fait une randonnée d'1 kilomètre, puis 1 kilomètre, etc., on arrivera au bout plus facilement. Donc c'est vrai que se décortiquer un objectif, avoir un plan d'action, etc., c'est quelque chose qui peut être intéressant pour le mindset et les victoires quotidiennes pour garder la motivation et donc la patience et la détermination. Ouais, d'ailleurs, pour l'Everest, il y a des paliers. Hein. Il y Oui, a bah oui. différents camps. Hein. Donc, C'est justement pour ça, d'ailleurs. c'est justement pour ça, voilà. Trop bien. Enfin, vous nous avez donné plein de pépites. Enfin, je pense que On en a les gens vont prendre donné beaucoup, là. On a tout plein, lâché, plein là. de notes. J'espère que Ouais, ouais, c'est ça. c'est clair pour C'est les gens. trop cool. Mm. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais c'est vraiment très intéressant parce que ça permet à chacun, enfin, pour ceux qui s'y intéressent en tout cas, enfin, de travailler en fait un petit peu sur eux-mêmes, de faire cette introspection-là. Et bah, c'est essentiel parce que c'est leur vie, quoi. Donc c'est top. C'est exactement ça. C'est jamais perdu de travailler sur soi. C'est Travailler ça. le développement personnel, c'est pour soi au quotidien. Donc, en fait, on investit sur nous-mêmes. Donc, en vrai, ça peut que être bénéfique sur la durée, quoi. Voilà. Carrément. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce que vous avez, du coup, ce que vous avez préparé pour les participants du sommet? Alors, oui. Du coup, nous, on a préparé un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Ça, c'est vraiment, il est intéressant si en ce moment vous ressentez le besoin vraiment de faire le point, de prendre du recul et de faire le point sur votre vie. Si vous voulez faire un peu le point sur vos envies, vos besoins et tout ça, et notamment si vous envisagez une reconversion ou une transition professionnelle, ça peut permettre de mettre les choses à plat
si jamais vous hésitez aussi de pouvoir mieux prendre votre décision. Donc, cet e-book-là, il propose des exercices qui sont très pratiques finalement, parce qu'on a appelé ça e-book, mais on aurait pu appeler ça workbook, je pense. C'est peut-être ce qu'on fera à l'avenir, parce que c'est vraiment des exercices pratiques pour apporter de la clarté. Et derrière, si vous voulez faire le point de façon plus personnalisée, c'est possible de prendre rendez-vous avec nous, pareil, un rendez-vous offert en ligne d'1 heure. Généralement, on se les répartit, donc soit avec Sébastien, soit avec moi, en fonction du feeling, de comment c'est Après, vous passé. pouvez choisir normalement. Oui, il y a le choix, il y a le choix. Si vous avez les préférences. Vous avez aussi le choix de ne pas choisir, et nous, on choisit pour vous dans ce cas. Et là, ce serait pour vraiment voir votre situation de manière plus personnalisée et vous aider à définir les prochaines étapes finalement pour avancer sereinement vers votre Faire le transition. point et puis apporter un regard extérieur, comme on l'a dit, c'est assez important d'avoir ce recul un peu nécessaire. Et nous, c'est ce qu'on pourra apporter pour faire le point sur votre situation et puis comment envisager la suite en fonction d'où vous en êtes, de vos motivations et tout. Et puis, tout ce qu'on a apporté tout à l'heure, ça permet vraiment de joindre tout ça en fait dans un rendez-vous qui dure 1 heure. Ouais. Et en tout cas, nous, on sera ravis de faire ça avec ceux qui le souhaitent. Et puis, complètement. Et puis même d'échanger avec vous. Et voilà, c'est vrai qu'on voulait dire un grand merci à Delphine pour ton invitation. Parce que ça nous fait hyper plaisir de pouvoir contribuer à notre échelle, à apporter des réponses aux personnes qui peuvent être dans un questionnement assez fort en ce moment. Et puis aussi de dire que vraiment le changement, ça fait vraiment partie de la vie, et le fait d'avoir bien conscience qu'on peut en être acteur et actrice. Et ça soulage des fois. Déjà, ça soulage, et puis c'est vraiment génial, parce que finalement, on a le pouvoir si on s'en donne les moyens, on a le pouvoir de se créer la vie qui nous épanouit vraiment. Donc, il faut y aller. La grosse injonction pour terminer. Non, trop bien. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis super contente de vous avoir sur le sommet, et en plus que la première conférence ce soit la vôtre, parce que je pense que c'est important de parler de tous ces sujets, de revenir sur la personne et sur enfin, ce qu'on peut penser sur l'état d'esprit, toutes ces choses-là. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes justement qui sont dans ces réflexions de transition de vie, professionnelle. Donc je suis vraiment très contente de vous avoir. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Et si les personnes du coup au-delà du sommet, elles ont envie, donc je vais leur laisser le lien pour télécharger le e-book, et après j'imagine qu'elles pourront prendre rendez-vous au moment où elles téléchargent. Dans le e-book, il y a un lien. D'accord. Et mais si elles veulent vous suivre du coup sur les réseaux par exemple, ou vous contacter plus directement, où est-ce qu'elles peuvent le faire? Du coup, on est présent sur Instagram, on est présent sur LinkedIn, Facebook, dans une moindre mesure, mais aussi. Donc, de toute façon, sur Instagram, vous pouvez nous retrouver en tapant Oseras-tu. Sur LinkedIn, c'est plus par nos noms, finalement, parce qu'on a un profil chacun. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, ce sera avec grand plaisir qu'on toujours pour discuter. Nous, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Puis encore merci à toi, Delphine. Et vraiment, si je pouvais te dire un petit mot de la fin, vraiment, ce qui ressort, c'est entourez-vous, et puis faites-vous accompagner, aider, que ce soit par nous, que ce soit par Delphine, que ce soit par d'autres, peu importe finalement. Mais c'est vrai qu'on est des êtres sociaux, donc c'est important de jamais rester seul durant sa transition. Merci Manon. Encore merci à vous, et du coup je vous dis à très bientôt sur le Discord si vous avez envie d'y passer une tête, et puis je vous dis à très vite. Merci. Salut.